Bonjour à toutes et tous. Moi, je vais être très brève, puisque l'idée, c'est de laisser essentiellement la parole à notre équipe d'architectes, qui se présentera dans la foulée. Je suis Mélie Michel, directeur adjoint à l'hôpital du Vinatier, et aujourd'hui, donc, on venait exposer brièvement, parce qu'on pourrait en parler peut-être un peu plus longuement, le projet qui nous occupe avec le professeur Demélie depuis maintenant plusieurs mois, qui est le projet de reconstruction, enfin on va dire de construction sur un espace aujourd'hui occupé d'une unité de neurodéveloppement pour le pôle hospitalo-universitaire A10, dont le professeur Demélie est chef de pôle. Et donc c'est un projet assez emblématique pour notre établissement aujourd'hui, pour lequel on nous a demandé de venir faire une rapide présentation, et notamment expliquer en quoi la conception architecturale avait essayé de prendre en compte les caractéristiques spécifiques des patients qui sont ceux du pôle HUA10 et notamment de cette unité neurodéveloppement, de manière à ce que l'architecture accompagne et soutienne du mieux possible la prise en charge médico-soignante. Vous avez déjà dû en parler un petit peu dans les conférences précédentes. On sait que c'est un sujet qui est certes pas nouveau, mais qui est peut-être pas encore suffisamment développé en France. On n'a pas l'ambition de forcément faire une référence internationale, mais en tout cas d'essayer modestement, on va dire à l'échelle de notre établissement, de proposer aux populations TSA, TND une structure qui soit plus spécifiquement adaptée à leurs troubles, avec une réflexion qui, là aussi, bien modeste au regard de notre expérience, puisse apporter du plus à ces patients par rapport à des prises en charge dans des unités classiques telles qu'on peut les connaître, et dont on est quand même, je pense, nombreux à dire qu'elles sont souvent à la fois très tristes et sans doute, en tout cas, pas pensées pour la prise en charge de ces patients. Donc voilà un petit peu le contexte qui a été le nôtre quand on a lancé le programme de ce projet-là. On a, et ça c'est plus, on va dire, dans la démarche, on va dire, de programmation et du concours architectural, pris le parti de laisser la réflexion assez libre aux équipes d'architectes qui concouraient dans ce projet-là, puisqu'on avait 3 équipes qui proposaient chacune un projet. Le projet qui a été retenu donc a été le projet de 107 et Espinosa qui sont là aujourd'hui. Et ça a été, je pense, une expérience particulière pour eux, et ça le sera encore tout au long des études. Mais on n'avait pas été particulièrement prescriptif dans le programme. On a simplement lancé un certain nombre de pistes et de grandes idées qui s'approchent un petit peu de celles sans doute qu'a évoqué Ager tout à l'heure, et en laissant aux architectes la possibilité de proposer des projets qui s'approchaient de ces thématiques, et qui, au-delà d'une conception habituelle où on s'attache beaucoup aux fonctionnalités, allaient proposer une configuration qui puisse le plus possible s'adapter aux particularités et aux individualités de chacun des patients. Donc je leur laisse la parole parce que c'est eux qui ont bossé sur le projet, c'est eux qui vont pouvoir en parler. Nous, on a fait juste, on va dire, ce pré-travail du programme, et pour ceux qui connaissent un petit peu, on va dire, les procédures d'évolution des marchés, la procédure de dialogue compétitif qu'on a choisie a été aussi sans doute assez intéressante parce qu'elle nous a permis, au cours de la procédure, de dialoguer avec les équipes d'architectes et de pouvoir aboutir dès la sélection à des projets qu'on avait fait un petit peu maturer, et justement qu'on avait fait maturer du point de vue de cette architecture qui soutient le soin. Voilà, je vous laisse la parole, puisqu'on a un petit PowerPoint avec notamment des illustrations à vous présenter. Bonjour et merci, je suis Lionel Tabaret, 107 Architecture, et effectivement on a pris ce projet avec beaucoup d'humilité. On s'aperçoit que la tâche est vraiment compliquée. Je vous écoute depuis ce matin et on s'aperçoit que merci de nous faire partager votre monde, parce que on n'est pas toujours concerné. On voit bien que depuis l'école,
on fait tout pour pas être concerné. Donc du coup, notre projet, on s'est attaché, comme l'a dit Madame Mélie-Michel, à offrir un bâtiment qui puisse répondre aussi bien aux personnes atteintes de TSA dans leur prise en charge, aussi à travers le personnel hospitalier qui puisse les aider. Donc avant tout, on a pu comprendre à travers le programme, qui était la phrase forte du programme, c'était de faire en sorte de sortir les résidents, les patients sur l'extérieur, de les confronter à l'extérieur. Mais c'était aussi avant tout de créer un projet bien évidemment adapté, mais un projet sécurité, qui mette le résident en sécurité. Et puis comme l'a dit Madame Attier, on a besoin de repères, et du coup on a essayé de formuler une idée qui était centrale. La sécurité s'est représentée dans le programme à travers les locaux des IDE, et donc du coup de mettre cette IDE au centre de notre projet, lui permettant de disposer d'une vision vraiment transversale dans tous les bâtiments, de tout le bâtiment, avec toutes les zones qui sont desservies par les bâtiments. Donc bien évidemment, on a une zone de vie collective que nous allons tourner vers la place du Vinatier, et puis une zone de calme qui viendra accueillir les aides d'hébergement, plutôt tournée dans une enceinte quand on fait face au site qu'on nous a proposé, plutôt tournée sur un bâtiment existant. Et donc l'idée qu'on a proposée, au-delà du phare qui est cette centralité, ce repère aussi bien pour les résidents et aussi un objet de sécurité pour le personnel, c'était de proposer un plan, un fonctionnement de notre bâtiment qui puisse prendre en compte le moment où je vais bien. Donc on peut symboliser au moment où il y a les activités, la salle à manger, au moment où je vais mal et je dois être dans une zone de repli qui peut être sa chambre. Et donc on est venu ponctuer cette circulation autour de l'IDE d'espaces et de sous-espaces pouvant répondre aux besoins de la prise en charge d'un patient au moment où il peut se retrouver dans des lieux un peu plus intimistes. Donc on est venu créer des sortes d'alcôves, des alcôves d'apaisement, et plus on avance, on va dire, dans les zones d'hébergement, plus je vais retrouver de l'intimité, plus je vais retrouver de l'isolement, et plus je vais pouvoir m'apaiser. Et donc on est venu ponctuer comme ça tout ce parcours, tout ce rythme quelque part de cette alcôve, proposant différentes fonctions, différents moments de stimulation et de découverte, et qui viennent s'organiser avec des modularités, de la flexibilité dans l'usage, puisque autour de l'IDE, il y a des circulations qui nous viendront bloquer par des sortes de cloisonnements, qui permettra aussi de créer des sous-espaces un peu plus intimistes. Donc c'est un peu la vision globale qu'on voulait proposer. Et quand on passe au concret, on s'aperçoit qu'on a un site qui était quand même contraint, parce qu'on avait un bâtiment actuellement qui est ici, qu'on va venir démolir, et on doit s'insérer dans un pôle de soins, avec la grande place du Vinatier qui est ici au nord, et le sud est sur la haut du plan. Donc on retrouve un bâtiment qui est relativement très ouvert sur l'extérieur, très ouvert sur la place, pour vraiment connecter le bâtiment et les résidents toujours sur les extérieurs avec les autres. Ça a été vraiment une grande force de notre projet. Et puis ensuite, on vient développer tout un espace de vie, voilà, qui est le lieu central de notre bâtiment. Et puis, dégagé sur les côtés, on voit en bleu des ailes d'hébergement. Et on retrouve sur cette partie-là, et je ne vais pas trop l'expliquer, toute la zone logistique. Donc, une des particularités de notre projet, c'est que l'IDE est centrale. On voit bien qu'il y a des visions sur l'ensemble du service, depuis le salle des entrées, jusque sur les espaces extérieurs. Jusque sur les espaces extérieurs, pardon. En 3D, globalement, ça donne, on voit un petit peu une axonométrie. Donc, on est venu ponctuer un lieu de vie commun, proposant déjà des alcôves où on peut un petit peu être un peu plus intimiste, tout en restant en contact avec les autres. Et puis ensuite, un jeu de cloisonnement qui nous permet de proposer des sous-espaces. Donc le premier un petit peu en vert. Un deuxième espace qui était un plus à notre projet, puisqu'on est venu créer un espace qui est ni intérieur ni extérieur. Pour ceux qui connaissent, c'est le centre McGill au Canada qui propose ce genre d'espace
peut-être plus approprié pour les personnes âgées, mais nous on se l'est approprié pour ce sujet de l'autisme. Et donc c'est un nouveau lieu où on peut prendre individuellement le patient. Et puis un espace, j'allais dire, un peu plus ultime, qui est celui avant la chambre d'isolement ou de se retrouver dans sa propre chambre, qui est encore un espace qui permettra de s'isoler et une prise en charge vraiment individuelle du patient. Alors comme on l'a expliqué tout à l'heure, comme vous l'avez dit Madame Mathy, les moments où je vais bien, où tout va bien, on a créé un mur courbe qui est un mur de stimuli de découverte où on viendra justement peut-être expérimenter certaines appréhensions, certains aspects sensoriels des choses. Mais en tous les cas, il y a une attractivité qui sera déclinée dans l'espace de vie qui sera là. Allez, je te passe. Déjà bonjour tout le monde. Lionel l'a présenté, on a fait un bâtiment, conçu un bâtiment, mais l'objet principal de ce bâtiment, c'est quand même l'humain qui va être dedans. Et c'est de faire cette interaction que l'humain et l'espace est une même chose. Alors, dans l'architecture intérieure, on a des composants de l'espace qui fait que la signalétique, l'art, le graphisme, la couleur, les matériaux vont participer à raconter une histoire ou en tout cas faire de ce lieu un objet de soin, parce que c'est quand même la base à prendre en compte, c'est d'abord le soin et que le bâtiment aussi nous écoute. Et si ce bâtiment nous écoute, c'est qu'il y a une interaction. Donc on l'a vu aux présentations précédentes. Il y a aussi, quand on traite un bâtiment et qu'on a cette idée un peu de vouloir innover dans un bâtiment, c'est d'avoir des cibles. Quelles sont nos cibles? Alors, nos cibles, c'est le professionnel soignant. Il doit se sentir en sécurité. Il doit sentir aussi que le patient est en sécurité avec le bâti, qu'il n'aura pas de soucis. Et Lionel l'a très bien présenté, on a des percées visuelles dans tout le bâtiment pour cette sécurité-là. On a le patient qui doit sentir aussi les marques d'attention qu'on a voulu lui donner, la possibilité d'adapter en fonction de la journée, en fonction de sa typologie. On est tous différents, j'ai entendu tout à l'heure, les problèmes acoustiques, c'est pour tout le monde quand on va au restaurant et qu'il y a trop de bruit, c'est juste insupportable et on ne profite pas du moment, on ne profite pas des lieux. Donc voilà, c'est vraiment d'adapter et de développer la sensibilité du bâtiment pour le patient. Et la troisième personne, c'est aussi l'accompagnant, la famille. Dès l'entrée de ce pôle, il y a un accueil et c'est très important aussi de rassurer les familles sur cette prise en charge et de montrer que le Vinatier participe, donc institut, mais participe institutionnel surtout et participe à la prise en charge de ces personnes. Si on rentre sur l'intérieur, voilà, là c'est on va dire un instant T du programme. On a eu des échanges, mais il y a encore des choses à parfaire, à améliorer. Mais on retrouve cette grande nef que Lionel nous a offert avec cette grande traversée et puis ces deux ailes pour les hébergements. Et après, l'idée de ce grand espace, c'est d'en faire des sous-espaces pour pouvoir vraiment s'adapter aux personnes et au rythme de la journée et au rythme des besoins selon si la personne est bien, un peu moins bien, et quel est ce qu'on a appelé les alcôves, quel est des endroits où elle peut se protéger, qu'elle peut se mettre debout, s'asseoir, s'accroupir par terre. Voilà, c'est tout ça a été développé. Il y a le symbole de l'arbre parce qu'il y a aussi cette demande d'avoir cet intérieur et cet extérieur très très liés, mais c'est aussi pour l'image, pour raconter qu'il y a un centre, toujours un centre de gravité dans un bâti, comme nous on cherche aussi certainement notre centre sur des notions plus spirituelles, mais c'est voilà d'avoir ce symbole qui dit, comme quand on va se rencontrer quelque part, on dit on va se retrouver sous l'arbre ou vers la fontaine, que sais-je, c'est un symbole. Sur la partie plus privative, donc pareil, on a fait en sorte de casser peut-être un peu les codes hospitaliers où on retrouve souvent un lit au milieu d'un mur
et qu'on se dit que finalement, quand on est chez soi, et qu'on est ado ou plus même des grands ados, on a peut-être la possibilité, et on a laissé la possibilité de pouvoir mettre le lit contre le mur, ce qui permettait en fait de dégager énormément l'espace et d'avoir cette sorte d'alcôve qui est encore ouvert sur l'extérieur pour pouvoir voilà, avoir des usages en fait. C'est le développement des usages, de ne pas avoir un espace, une fonction, mais un espace et plusieurs fonctions pour rythmer la journée, s'asseoir, lire, jouer, regarder la télé. Voilà, c'est vraiment l'espace et les usages. Je ne sais pas si Lionel, tu veux... Non, on a essayé surtout de répondre au phénomène de pouvoir s'approprier les choses très rapidement. Donc, comme si on était chez soi, c'est un peu la définition qu'on nous a donnée au concours. Quand on a posé la question, est-ce qu'il y avait des spécificités à faire une architecture pour les gens atteints des troubles du TSA, on nous a dit faites comme pour vous, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux possible. Et cette phrase-là, elle a résonné dans le sens où on s'est dit, ben voilà, si on fait un espace pour nous, on va se sentir bien. Dans quoi on se sent bien? Donc il faut avoir de la lumière naturelle. Sauf que l'architecture, pour moi, c'était la lumière. Donc du coup, tout ce qu'on m'a appris, il faut le mettre de côté parce que l'architecture, la lumière doit être filtrée, doit être gérée. En tous les cas, elle ne doit jamais être éblouissante. Ensuite, un espace dans lequel on se sent bien au-delà de voir dehors, c'est un espace traversant. On a tous besoin de fenêtres, tous besoin de s'aérer l'esprit, mais aussi naturellement les usages et les locaux. Donc, à partir de ces raisonnements-là, avec cette volonté de toujours connecter le projet médical aux autres, donc de s'ouvrir sur la place, on a une forme un petit peu courbe qui permet de créer cette continuité. Pour ceux qui connaissent le site, on a une grosse trame paysagère au Vinatier, avec une place qui est remarquable avec des arbres centenaires. Donc on a essayé d'en conserver le maximum pour intégrer notre bâtiment, pour tout de suite offrir un parc aux résidents, pour tout de suite correspondre au projet médical qui était de forcer les résidents à sortir. Donc on voit bien que notre projet se situe avec deux bâtiments. Le premier qui est le bâtiment principal que je vous ai présenté tout à l'heure, et puis un deuxième petit bâtiment qui est extérieur, qui est uniquement accessible par le passage extérieur, qui va regrouper l'ensemble des salles d'activité. Voilà. Et on voit bien qu'on est venu lever le bâtiment sur l'intérieur de l'enceinte du bâtiment périphérique pour offrir des jardins inaccessibles, mais des jardins, une vision végétale extérieure sur toutes les chambres. Donc ce bâtiment, on l'a voulu institutionnel. Donc avant de vous parler de la façade principale, on retourne sur les jardins. Donc on voit bien le jardin qui sera donné aux résidents. Donc le prolongement de la salle à manger, des grands préaux, un cheminement, on pourra imaginer le jardinage, toutes les activités extérieures et les salles d'activité plus spécifiques, musique, dessin, etc., sur l'extérieur du bâtiment. Donc notre bâtiment, il n'a qu'un seul niveau, donc il est très sobre. Donc pour l'instant il est très blanc, voilà, très très sobre. On le veut institutionnel, très pur, plutôt dans un style fondation. Et juste une chose pour reprendre la lumière, parce que c'est quand même la base de notre métier. On est venu créer justement à ces endroits-là des endroits où on aura de la lumière sur le grand espace intérieur. Donc voilà, de la lumière filtrée qui viendra du nord. Donc jamais de lumière indirecte, mais qui permettra d'avoir un éclairage quand même zénithal pour notre projet. Et puis ensuite, on avait justement cette volonté de créer un bâtiment fondation, un bâtiment qui a le style d'un bâtiment de recherche, avec la vraie volonté aussi de s'insérer, mais de se faire voir à travers tout le site hospitalier. Et puis, comment gérer une façade de transparence, parce que c'est la connexion avec l'extérieur, mais aussi une façade qui permet cette transition entre le jardin privé de notre pôle avec la place centrale du Vinatier. Donc, ce système de filtre, ça a été aussi, c'est un travail qui va nous rester à faire, parce que on doit jouer sur la perception, on doit jouer sur l'aspect sensoriel de qu'est-ce qu'on donne à voir, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qu'on va donner à voir. Donc tout ce travail restera à faire et on le fera avec les utilisateurs, comme les murs sensoriels. C'est difficile de donner une image à un mur sensoriel, on peut le tapisser de toutes les couleurs, de toutes les textures.
Mais c'est quelque chose qu'on saura faire avec vous et qu'on a besoin de vous pour pouvoir créer ce style de mur stimuli et découverte. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question, pardon, en attendant que peut-être des gens se manifestent dans la salle, j'ai une question d'internet qui dit: où est la salle Snowzelen? Comme sur le plan proposé en premier, suite de la question, elle est réduite au mur sensoriel, point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez expliciter? Non, pas du tout. La salle Snowzelen, c'est vraiment le lieu qui était demandé, qui est le lieu spécifique sur lequel on ne peut pas s'affranchir. Donc du coup, on l'a mis, c'est un lieu un peu de transition. Donc du coup, on l'a mis un peu loin de la salle de vie. D'accord? Donc elle est ici. Voilà. D'accord. Côté hébergement, à côté d'une salle qui est la salle, c'est aussi pour nous, la salle Snowzelen, c'est vraiment l'espace sensoriel proprement dit. Mais une salle d'activité peut aussi avoir cet aspect de salle sensorielle. Et autour de l'IDE, je veux dire, à l'interface entre l'hébergement on est seul et les activités, les salles de vie où on est socialement à plusieurs, elle est entre les deux. C'est l'espace vert qui est ici. Une autre question, avant peut-être de donner le micro dans la salle, c'est: est-ce que la personne pourra personnaliser sa chambre? Est-ce que c'est possible de créer de la variable Eh ben oui, c'était un peu justement ce travail d'alcôve avec ses bibliothèques, ses étagères, c'était d'offrir en fait sur un seul objet d'agencement, c'était d'offrir la possibilité de pouvoir mettre une photo, pouvoir mettre un livre, pouvoir mettre un objet, voire deux, voire plusieurs, mais c'était ça répond exactement à cette demande d'usage. C'est même si le lieu se veut assez neutre pour la chambre, alors qu'on est un petit peu plus dynamique sur les espaces de vie parce que c'est des espaces communs. Mais voilà, on offre cette possibilité-là de pouvoir un peu le personnaliser. Et cet espace à personnaliser. C'est peut-être une petite précision, cela dit, sur le projet. Caroline Demilly me complétera ou me corrigera le cas échéant. Mais le projet de cette unité neurodéveloppement n'est pas un projet d'unité de vie. Ça aussi, il faut le rappeler, même si c'est vrai que quand on regarde le plan, on pourrait imaginer, et on pourrait peut-être s'y plaire pour une unité de vie aussi, mais ça reste une unité d'hospitalisation. C'est ce qui fait un petit peu sa différence, c'est que elle ne ressemble effectivement pas à une unité d'hospitalisation classique, mais le projet du pôle A10 est d'avoir un passage de patients et une rotation des patients qui soit quand même relativement importante, puisque les patients n'ont vocation à y rester que quelques semaines. On est même très rarement sur l'échelle plusieurs mois. Ça serait très exceptionnel. Donc on est vraiment dans la logique d'hospitalisation. Donc quand on renvoie à la question sur la personnalisation de la chambre, on peut être sur une personnalisation effectivement concrète parce que les locaux s'y prêtent, mais toujours dans cette perspective de dire c'est un passage d'hospitalisation pour des patients qui sont en crise et qui ont vocation à retourner dans leur lieu habituel de vie, qui n'est pas l'hôpital. Oui, ça permet d'éclairer aussi parce que ça a l'air très cosy, mais du coup on n'y reste pas. C'est un espace de transition vers d'autres lieux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à tout ce que vous avez vu sur ce projet? Peut-être des réactions aussi, tout simplement, si c'est pas des questions. Alors j'ai 2 réactions de ce côté-là. Merci beaucoup pour la présentation. C'est un beau projet. On va dire que je fais partie des personnes autistes qui ont l'air de pointer que le négatif. En fait, c'est dans quelque chose qui a été dit qui m'a perturbée. J'ai pas envie de le dire en public, mais en même temps, je pense que c'est important pour tout le monde. Quand vous avez dit que c'était pour tout le monde pareil par rapport au bruit au restaurant, par exemple, je sais pas si vous voyez. En fait, c'est pas pour tout le monde pareil. Moi, pendant 16 ans, j'ai pris en pleine face au travail constamment que c'est pour tout le monde pareil. On est tous dans le même bureau, nanana. Je comprends maintenant que j'ai une hypersensorialité auditive qui fait que quand il y a trop de bruit, il fallait que j'aille m'isoler aux toilettes, pleurer, me frapper la tête. En gros, l'image que je prends actuellement pour expliquer ça aux gens, c'est imagine, je te saute à pieds joints sur tes 2 pieds, je te donne des coups de
poing en même temps sur tes bras et quelqu'un te frappe derrière la tête constamment pendant plusieurs minutes. C'est à peu près ce ressenti-là que j'ai quand il y a beaucoup de bruit en fait. Voilà. Et du coup, je suis oralisante, je peux le dire, mais il y a des personnes qui ne sont pas oralisantes, qui sont autistes, et les gens ne comprennent pas ces comportements-là où on se frappe soi-même parce que c'est insupportable comme douleur en fait. C'est une douleur que les gens ne voient pas. Merci pour ce témoignage très parlant et puis qui merci, explicite merci aussi pour que ce qui est pour nous une gêne est pour vous insoutenable. Il y avait un deuxième micro qui est parti ou peut-être juste une réaction à ce que vous venez de oui. dire. Effectivement, je pense que c'est un peu un abus de langage, mais ça vous a permis de rebondir et c'est intéressant de pouvoir le dire ici. Et dans le projet qui est le nôtre, ce qu'on a essayé de faire, parce que là aussi, on le redit, on le fait avec beaucoup de modestie, et avec notre vision neurotypique, même si on a essayé de s'appuyer sur l'expertise de personnes qui sont au contact de personnes concernées. Dans ce projet-là, justement par rapport à ce sujet de l'acoustique et de la pression sociale, l'organisation du projet, je vais essayer de revenir sur le plan, et c'est ce qui faisait la singularité de ce projet parmi les autres qu'on avait à étudier, était justement de pouvoir proposer des sous-espaces et des espaces différenciés qui permettent aux personnes qui sont prises en charge de pouvoir spontanément ou de manière accompagnée se décaler de cette pression sociale, de cette éventuelle pression acoustique, et de rejoindre des espaces qui sont plus calmes, qui sont différents, et dans lesquels on retrouve des caractéristiques sensorielles qui ne sont pas les mêmes selon les endroits où on se situe. C'est vrai que dans la pièce principale, il peut y avoir peut-être plus de bruit, plus de monde, plus de pression. Sur le jardin d'hiver, qui est cet espace entre l'intérieur et l'extérieur, on sera sans doute sur un espace beaucoup plus calme, avec de la lumière tamisée, de la lumière naturelle. Sur l'espace qui donne donc sur le côté gauche du plan, sur quelque chose de beaucoup moins lumineux, de beaucoup plus sombre et potentiellement rassurant pour certaines personnes. Peut-être que d'autres personnes ne l'apprécieront pas, mais l'idée c'était de pouvoir proposer ces différentes caractéristiques. Et voilà, c'est modestement ce qu'on a cherché à faire pour répondre à ce que vous évoquez et au fait que chacune des personnes porteuses de TSA puisse essayer de trouver dans ce bâtiment un petit coin, un petit endroit qui lui corresponde en fonction de son état clinique notamment ou de ses spécificités. Donc, du coup, il y avait une question. Ah, c'est bon. Pardon. En fait, moi, j'aurais juste une petite question, enfin même plusieurs, mais bon, déjà une à poser. Déjà, au niveau des grands espaces vitrés, est-ce que c'est quelque chose, particulièrement dans les chambres, est-ce que c'est quelque chose que la personne qui sera à l'intérieur pourra régler d'elle-même et fermer, enfin, si elle en a envie, pour avoir plus d'intimité? Oui, c'est bien le cas, et c'est vrai que souvent, dans les conceptions classiques, dans les hôpitaux, ou en tout cas dans une partie des hôpitaux, les patients n'ont pas accès aux commandes des volets roulants, etc. Là, ça a été vraiment spécifié au programme, et c'est ce que l'équipe a totalement respecté. Toutes les commandes pour les lumières et les volets sont accessibles aux patients. Ce qui veut dire que l'organisation de la chambre est à la main du patient. D'accord. Et je continue, ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, dans la grande pièce principale, le grand passage qui est très beau d'ailleurs, avec des alcôves, etc. Est-ce que vous avez prévu certaines alcôves beaucoup plus petites? Vous savez, on voit le petit fauteuil, la méridienne, etc., qui soient moins ouverts. C'est-à-dire, 3D. Voilà. Est-ce que vous avez prévu des petits coins les mêmes, mais un peu plus fermés, pour que la personne puisse se sentir plus isolée, etc. Alors, oui, tout à fait. On a prévu, et c'est la base de notre conception.
J'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure que ce grand espace de vie pouvait se cloisonner en l'espace vert, donc c'est un premier sous-espace, un deuxième avec le jaune et un troisième avec le orange. Et à chaque fois dans ces espaces de vie, finalement on en fait 1, 2, 3, 4, il y a un jeu d'alcôve ici, pour le grand espace de vie, donc on est en commun, on arrive à s'isoler, mais on est encore en commun. Ensuite, on a encore 2 alcôves ici. D'accord, donc un où on est encore un peu plus de l'écart de l'espace de vie qui est plus central. Et puis là, si je ferme ma cloison, je suis carrément isolé. Voilà, donc on peut imaginer que s'il y a Xili, il n'y a pas à avoir beaucoup de passages non plus. Dans l'espace serre, là, je peux être seul si je le souhaite. Et j'ai encore ici dans cet espace orange 2 petits alcôves qui permettent une prise en charge individuelle ou alors aux patients de vouloir s'isoler et de rester seul. D'accord. Alors, dernière question, après je vous embête plus, enfin j'espère. Vous avez utilisé un mot, moi aussi je suis un peu sur les mots. Tout à l'heure, vous avez dit que l'intérêt de ce concept, enfin de cet endroit, c'était de forcer les personnes à participer aux activités. Mais c'est pas forcé. Je veux dire, si elles veulent rester dans leur chambre, manger dans leur chambre, et qu'elles sont bien dans leur chambre, elles peuvent y rester. Alors, excusez-moi. Rassurez-nous. Oui, excusez-moi. je me suis mal exprimé. Parce que forcer à sortir, j'ai dit. C'est-à-dire que l'idée, du projet médical, c'était de dire, d'inciter les résidents à aller à l'extérieur, à se confronter à la pluie, aux éléments extérieurs, pour aller rejoindre les salles d'activité. Mais je suppose que s'il veut rester à l'intérieur, on ne forcera pas à sortir, j'imagine. C'est de l'incitation, voilà. Oui, c'est plus d'incitation. Bon. En tout cas, j'ai une remarque sur Internet pour les 2 derniers témoignages. Merci pour le témoignage des personnes autistes. Ça nous aide vraiment à mieux comprendre vos difficultés au quotidien. Je pense que ça résume bien l'intention de cette journée et la nécessité de créer ces passerelles et ces dialogues pour mieux se comprendre, en tout cas. Est-ce qu'il y a une dernière question pour nos amis architectes ou on part en pause? Eh bien, écoutez... Moi, j'ai une question pour la dame qui est architecte, qui est mon confrère. On a lu le dossier dont vous parlez. Et il nous a énormément aidés. Ah ben voilà, il n'était pas oublié à Chambéry. Il a servi à Grenoble. À Grenoble, pardon.